Je suis né à Phnom Penh, tu vois. Je suis arrivé à l'âge de 5 ans en France, à Paris, et je me suis amusé à me challenger tout seul. Je me suis dit, bon, ok, maintenant, si je vais faire des portraits, quel est mon point de vue? La plupart des portraits que je vois dans toute l'histoire de l'art, c'est un cadrage classique, officiel, tu vois, dans les règles de l'art de l'école, etc. Je me suis dit, tiens, c'est pas ça que j'ai envie de faire, parce que si je dois créer quelque chose, autant aller jusqu'au bout et bousculer un petit peu les lignes, les codes d'esthétisme, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est pas ça que je veux faire. Pourquoi ne pas photographier la moitié d'un visage? Parce que pour moi, la moitié d'un visage est aussi puissant que les deux parties. À la fois, on est asymétrique, et puis à la fois, certains aiment l'autre côté, et il n'y a pas les mêmes histoires, tu vois, que ce soit la partie gauche ou la partie droite. Toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça, c'est assez asiatique. En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases. Je suis donc française, j'ai été adoptée et je suis d'origine vietnamienne. Je pense que mon attitude, c'est aussi d'infiltrer tous les espaces artistiques et créatifs avec nos histoires. Et je suis d'origine sino-cambodgienne. Mais moi, mon attitude, c'est de me raconter en tant qu'asiatique. Bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge des personnalités asiatiques de France. Pourquoi Asiatitude ? Parce que je pense qu'être asiatique, c'est bien plus qu'une origine. C'est une identité, c'est une fierté, c'est une façon d'être, une attitude ou plutôt des attitudes. Plusieurs choses rassemblent les personnes de la communauté asiatique de France. Nos cultures, nos histoires, mais d'autres sont uniques et propres à chacune et chacun. Je suis Amanda, sino-cambodgienne Tétio, thaïlandaise de nationalité française. Je vous emmène à la rencontre d'une personnalité asiatique. Et quelquefois, j'invite une ou plusieurs personnes à discuter d'un thème en particulier dans des épisodes bonus. Pour suggérer des thèmes, des invités ou proposer votre témoignage, envoyez-moi un mail. Toutes les informations sont en description de l'épisode. À tout de suite avec l'invité de la semaine. Bonjour Charlie. Bonjour Amanda. Comment vas-tu ? Bien, merci pour ton invitation. Merci infiniment de t'être rendu disponible pour cette interview. J'ai découvert ton travail déjà par le biais de Instagram et aussi le travail photographique que tu faisais m'a beaucoup impressionné et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en partie, je t'invite. Est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs de Asiatitude ? Je suis asiatique, je suis né à Phnom Penh, tu vois. Je suis arrivé à l'âge de 5 ans en France, à Paris, et j'ai grandi comme ça, on va dire, avec mes expériences personnelles. Mes parents, ma mère est de Battambang. Et elle a grandi toute son enfance là-bas. Et puis, à un moment donné, il a fallu fuir tout ce qui est Pol Pot et tout. Mon père, il était prof de français. Il est issu d'une famille aisée. Il avait l'une des plus grandes boutiques de bijouterie à Phnom Penh. Mon père avait sa propre salle de cinéma. Pour s'occuper de moi, quand j'étais tout petit, j'avais 2-3 bonnes que pour moi. C'était usuel à l'époque d'avoir des bonnes. Du jour au lendemain, ils ont tout perdu. Ils ont dû recommencer leur vie. Ils ont traversé tout le côté génocide. Et on s'est arrêté au Vietnam. On a vécu 5 ans au Vietnam. Et c'est comme ça que mes parents ont de très bons souvenirs au Vietnam. Mais voilà, on a traversé tout ça. C'était compliqué. Ma mère, de son courage, de toutes ses forces, nous a portés jusqu'à Paris. On a été aidés par la Croix-Rouge. Donc c'est pour ça que ma mère me parle souvent de la Croix-Rouge et de toujours les soutenir, etc. Et j'ai toujours fait. Et arrivé à Paris, on n'avait rien. Mes parents, ils avaient des dettes parce qu'il fallait payer les billets d'avion. Et on s'est endettés par rapport à ça. Ma mère ne parlait pas français, ne comprenait rien. Mon père, il parlait français, mais il n'a aucune qualification. Donc ma mère commençait à rentrer dans la couture. Elle a bossé 7 sur 7, 365 sur 365 pendant des années et des années. Elle se couche à 5 h du matin, elle reprenait à 8 h du matin, elle ne mangeait pas. Parce qu'on n'avait pas les moyens. Hein. Mais clairement, on n'avait pas les moyens. Elle l'évitait pour aller plus vite parce que tu sais, comme dans la confection, tu es réanimé à la pièce, tu vois. Ma mère, pour aller le plus vite possible, elle se retenait pour aller aux toilettes. Je me souviens, un jour, ma mère elle nous a donné je ne sais pas combien de centimes pour aller acheter une banane dans l'épicerie en bas. Et c'était son seul repas de la journée. Et tout ce qu'elle gagnait, tout ce qu'elle pouvait s'offrir, c'est nous, les enfants, qui en profitons. Elle ne mangeait pas. Petit à petit, on a grandi comme ça. Et puis, sur le challenge, et puis mes parents, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de nous. Mon père, il travaillait, il était serveur. Ils ont travaillé dur et ils ont réussi à acheter leur premier pavillon. Et c'était une fierté pour eux, tu vois. C'est-à-dire, tiens, par tes propres moyens, tu te payes un truc. Avec vraiment le goût du travail. Quand j'étais à l'école, comme j'avais dit, j'étais vraiment nul. J'avais pas d'amis, j'avais rien, aucune influence, aucune popularité, aucune amitié. Et puis, je parlais têtu avec mes parents, avec ma mère surtout. Mon père, je le voyais rarement. Parce qu'il était dans la restauration, donc il travaillait tard, il rentrait tard, il partait tôt. Et donc je le croise, mon père. Je me souviens toujours que même si on ne se connaissait pas bien, parce que je ne peux pas dire que je le connais bien, je sais qu'à chaque fois quand j'avais besoin de quelque chose, c'est toujours donner les moyens pour nous avoir ce qu'il y a de mieux. Et ça fait partie, on va dire, peut-être d'un rôle des parents, mais toi, en tant que gamin, bon,
En tout cas, moi, ça m'a marqué. Depuis tout petit, est-ce que tu peux nous parler de la personnalité du petit Charlie O? En fait, c'est très simple. J'étais timide, limite introverti. J'avais pas beaucoup d'amis. J'étais dans mon monde, dans mon coin. Je faisais partie des plus nuls de la classe. Je t'assure, c'était catastrophique. À la rigueur, je préférais être au fond de la classe et m'endormir, tu vois, comme laisse tranquille. Et ensuite, il y avait un basculement. Mais à part le côté, on va dire, je suis tout seul et tout, mais je m'amuse toujours à me poser des questions partout où je vais. J'observe le monde qui m'entoure, tu vois. Je regarde les immeubles. Pourquoi c'est comme ça? Je me pose des tas de questions. Je ne trouvais pas les réponses, mais je m'inventais des réponses. Donc timide, mais en même temps, curieux, beaucoup d'imagination. Hyper curieux. Ouais, et très curieux. Tête en l'air, tête en l'air. Parce que je sais que ma mère, à un moment donné, m'avait donné un billet de 20 francs à l'époque. Non, de 50 francs à l'époque, c'était une fortune. Pour aller acheter un truc, arrivé au magasin, je ne savais plus où il est le billet, quoi, tu vois. Parce que je l'ai déchiré en 1000 morceaux et puis il est par terre, tu vois, éparpillé. Quand je me suis rendu compte de ma bêtise, j'ai ramassé tous les morceaux et je suis allé voir ma voisine pour qu'elle me le recolle parce que sinon je vais me faire taper sur la tête. Donc un petit peu dans mon monde, mais ensuite il y avait un basculement parce que lorsque j'allais passer en 4e, j'ai failli redoubler. Là c'était catastrophique parce que chez les parents, tu redoubles, c'est que c'est chaud. Du coup j'ai dit à ma sœur, écoute, si tu me fais pas passer en 4e, je bosserai pas. Je lui ai dit, de toute façon, je suis nul. T'arrêtes l'école, tu veux dire? J'arrête de bosser. Pas l'école parce que de toute façon, je pouvais pas. Mais par contre, si tu me fais passer en 4e, je travaillerai. Elle a réussi à me faire passer parce qu'on avait prétexté comme quoi mes parents ne comprenaient pas le français. Donc, c'est ma soeur qui a remplacé l'autorité parentale et tout. Elle a réussi son coup. Et à partir de la 4e, je faisais partie des 3 premiers de la classe. Je travaillais super bien. Eh ben, quel a été le déclic? Je sais pas. Peut-être parce que je me suis intéressé, tout simplement. Et toutes les choses où je n'avais pas compris à l'époque, tout revenait à la surface. Tu vois, c'est comme les puzzles qui s'emboîtent. Comme j'ai connu le côté impopulaire, subitement, du jour au lendemain, tu deviens populaire parce que j'étais le pote de tout le monde, même des profs, tu vois. J'ai trouvé ça marrant, tu vois. Et donc, depuis tout petit, je me suis interrogé sur l'impact du talent et du succès que tu peux avoir dans la vie. Et par rapport à ton expérience, qu'est-ce que tu peux faire et comment les gens te perçoivent. Donc aujourd'hui, tu es photographe. Je suis photographe, auteur-photographe, ouais. Et tu as créé une signature, c'est bien ça? Oui, sans prétention. Ça fait 20 ans que je fais de la photographie de rue. Aussi que tu gardes pour toi? Ouais, ça fait 20 ans que je fais de la photo, mais je garde pour moi, dans mes archives, dans mes disques durs, dans mes tirages. Et parfois, je m'amuse à tirer aussi que pour moi. Je me suis jamais posé la question, est-ce que mes travaux pouvaient intéresser le grand public? Tu le faisais vraiment par passion? Ouais, par passion, par expérimentation, par défi. Et un jour, mes amis me disent, vas-y, tu devrais publier quand même 1 ou 2 photos. J'ai dit, ok, sans trop grande conviction, j'ai publié sur les réseaux. Et ça a pris très vite. Et très vite, il y a des gens qui m'ont proposé d'exposer à Arles, ensuite en Bretagne, etc. Et ça remonte à 2018. Ouais, ça remonte à 2018 seulement. Et comment t'es passé de 0 à 1? Ça veut dire que t'es passé 20 ans, t'as fait ça pour ton plaisir, sans le montrer à quiconque, mis à part peut-être à tes proches. Et par la suite, en 2018, tu décides de publier ta première photo et de créer ton premier compte Instagram. En fait, mon compte Instagram, j'ai créé depuis longtemps, mais sauf que j'ai jamais alimenté. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu prends ce pli-là et tu décides de te montrer? J'ai fait aussi confiance un petit peu à la nouvelle technologie parce que je me suis dit, il faut vivre avec son temps. La nouvelle technologie, que ce soit en photographie ou sur les réseaux, c'est un outil de communication et de création. Si les comptes Instagram ou Facebook te permettent de communiquer justement avec ton public et d'avoir des interactions très précises et vraiment sans filtre en direct, tant mieux. Tant mieux parce qu'on élimine quelque part, et ce n'est pas le but, les intermédiaires. Être au plus proche de son public et que le public soit aussi proche de son artiste, peut-être que ça a du sens. Et en parallèle du coup de la photographie, est-ce que tu as un autre métier? Avant, j'avais un autre métier. J'étais responsable commercial dans une grande compagnie financière. J'ai travaillé pendant 17 ans. Et très rapidement, j'ai toujours fait de la photographie en parallèle de mon premier job. Et aujourd'hui, tu es à plein temps photographe. Quelles difficultés tu as rencontrées dans ton parcours? Là, tu nous as parlé de ton parcours scolaire, mais ton parcours professionnel et ensuite le parcours de photographe. Alors, sans démagogie ou sans prétention ou autre, ça, c'est par rapport à mon expérience personnelle quand j'étais petit. J'adorais tester, j'adorais me défier, j'adorais me challenger et toujours à pousser mes limites le plus loin possible. Et tu peux nous citer un exemple, une anecdote? Oui, très simple. Quelque chose que je ne recommande pas aux jeunes de le faire parce que c'est proscrit. Tu vois, comme je jouais tout seul à l'époque, quand j'étais tout seul dans mon univers, on va dire à l'âge de 7 ans, je crois, 7-8 ans, je m'amusais sur les toits des écoles. Bon, les toits ne sont pas très hauts non plus. Et je m'amusais à grimper sur les toits et à voir le monde, on va dire, par au-dessus. Et bien entendu, ce n'est pas suffisant. Et pour pousser, on va dire, les limites un petit peu plus loin, je me suis amusé à me suspendre sur les toits et me lâcher. Juste pour sentir la hauteur et puis l'impact que ça pouvait avoir. Bon, je ne me suis pas fait mal. Bon, chose qu'on déconseille à tous les auditrices et auditeurs. Exactement. Mais ça, c'est des défis, c'est des expériences personnelles qui te disent, tiens, en fait, tes seuls freins, c'est ton mental et ta croyance dans ce que tu es capable de faire. Et donc, à partir de là, dans chaque job que j'ai pu réaliser, j'ai pris comme des défis, tu vois. J'ai toujours réussi très vite tout ce que j'ai entreprenais.
Et est-ce que tu penses que c'est peut-être l'histoire de ta famille ou des personnages, des personnes de ta famille qui te sont chères, qui t'ont montré cette voie, ou bien c'est peut-être dû à ta personnalité simplement? Ma famille, c'est une chose. Ma mère, elle a une très forte personnalité. C'est une battante. Donc, on va dire comme toutes les mamas asiates. Hein. Non, je pense que je me suis construit avec mes rêves, mes idéaux, des héros, des films ou de dessins animés que j'ai pu m'accrocher. Et je me suis fait une culture plus l'éducation de base asiatique que j'ai pu avoir, tu vois. Parce que nous, on enseigne souvent le b.a.-ba, mais l'essentiel, le respect, l'effort, le courage, tu vois. Même si c'est dur, tu serres les dents et tu y vas, sans te plaindre. Parce que même si tu te plains, ça ne marchera pas. Donc, autant le faire gaiement. Et donc, c'est aussi ça. Tu vois, je te donne un exemple. Quand j'étais plongeur, à 16 ans, même en étant plongeur, je voulais être le meilleur des plongeurs. Le travail bien fait, le plus rapide, le plus efficace, le plus propre. J'ai toujours ce défi-là parce que je me dis, si je fais quelque chose, autant le faire bien. Sinon, tu ne le fais pas. Parce que c'est une perte de temps pour tout le monde. Et du coup, à chaque job que j'ai fait, j'ai toujours évolué très vite, très très vite. Du coup, dans ce parcours-là, donc dans ces difficultés, finalement, c'est plus tu repoussais des limites, tu ne les voyais pas c'est comme que des expériences. Oui. J'ai le sentiment. Tu ne vois pas ça comme des difficultés? Non, je ne me plains pas. Je me suis dit, tiens, là, si je fais ça, quel est mon objectif et comment je fais pour y arriver, tu vois. Je te donne un exemple. Dans la compagnie financière dans laquelle j'étais, on est dans le commercial, donc on est challengé par rapport aux chiffres. Tu es rémunéré par rapport à une commission, par rapport au chiffre d'affaires que tu peux apporter. Factuel. Et plus tu pouvais faire des chiffres, plus tu gagnais bien ta vie. J'ai commencé en bas de l'échelle. Moi, quand je suis rentré dans cette compagnie-là, c'est pas le chiffre qui... d'ailleurs, je comprenais rien. Leur système de commissionnement et tout. Pourtant, c'était pas compliqué, mais ça m'intéressait pas, donc je comprenais pas. À partir du moment où je suis rentré dans le milieu commercial, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je veux comme niveau? Quel niveau je veux avoir? Et en fait, dans mon point de vue à moi, je vise un niveau technico-commercial que les chiffres. Et en visant le niveau technique, en fait, j'expose des scores. Tu vois, parce que tu t'amuses à expérimenter, tu t'amuses à découvrir, à relever des défis. Et comme tu gagnes les défis, tu gagnes bien ta vie. Et après, tu vas de plus en plus loin quand tu es commercial. Et de plus en plus vite. Donc, tout est une question de point de vue. En plus, la réussite appelle la réussite. Exactement. Quels sont les meilleurs moments et souvenirs dont tu es le plus fier dans ton parcours? En fait, j'en ai pas, c'est que des rencontres. Que des rencontres qui m'ont marqué positivement ou négativement. Mais pour moi, c'est que des rencontres qui sont super importantes parce que, comme je suis très vrai, j'aime bien l'authenticité, le côté superficiel, hypocrite et tout. Très rapidement, je m'éloigne parce que je me suis dit, j'ai pas de temps à perdre. Et donc, quand je suis touché de façon positive, c'est amplifié. Quand je suis touché de façon négative, c'est aussi amplifié. Tu vois, donc c'est que des moments, des rencontres qui m'ont permis de comprendre certaines choses et d'aller plus loin. Et comment tu provoques ces rencontres? Ah là, ça, je n'en sais rien. Parce que tu aimes les gens. Moi, je sais que j'aime découvrir les gens. J'aime les gens de façon sans filtre, pas les cons. Hein. Les cons, je m'en fous un peu. Mais des gens avec des valeurs, avec des gens sincères, des gens authentiques, tu vois. Oui, j'adore prendre le temps de découvrir, prendre le temps de les connaître et de discuter. De les écouter, en fait, créer un lien. La plus belle rencontre que j'ai pu réaliser, un des plus beaux souvenirs, c'est avec Xavier Aubercy, de la maison Bercy. C'est pas pour citer la marque, parce que de toute façon, il n'a pas besoin de ça. Pour le shooting OMI. Je connais bien cette marque-là depuis tout petit parce que j'ai regardé Monsieur Magazine et tout. Et un jour, on s'est amené à se côtoyer sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et du coup, j'ai dit, tiens, Monsieur Aubercy, j'aimerais bien vous caster pour ma signature. Qu'est-ce que vous en pensez et tout? Xavier Aubercy, il était honoré. Il a dit, super ton travail, machin et tout. C'est un honneur pour moi, machin. Donc, on s'est connus comme ça. Et ensuite, quand il est arrivé au studio, la veille, je lui ai dit, écoute, Xavier, parce qu'à un moment donné, on commence à se tutoyer. J'ai dit, écoute, Xavier, si tu veux... pour te faire plaisir, parce que j'ai rencontré ta maman dans ta boutique et tout. J'ai dit, écoute, si tu veux, viens avec tes parents. On va en profiter pour faire une belle photo de famille, tu vois. Parce que je sais que aussi ça manque, tu vois, dans les familles. Et il me dit, ok, avec plaisir. Donc, il est venu avec papa Aubercy, avec Odette. Dans l'intimité de la famille. Ouais. Et là, on a passé un moment formidable, mais vraiment formidable. Odette, qui était un petit peu froide d'apparence, mais avec un cœur mais énorme, elle commençait à avoir le sourire, tu vois. Et le papa qui disait qu'il ne voulait pas venir au départ, machin et tout. Finalement, il m'a remercié 1000 fois. Il m'a dit, vous avez bien fait d'inciter pour que je vienne. En 30 minutes de temps, j'ai pu percevoir vraiment le sourire, le bonheur de cette famille-là. Et pour moi, ça m'a marqué parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs moments où tu dis, ça y est, j'ai toute ma reconnaissance. Aujourd'hui, c'est des amis, hein, donc des vrais amis. Et aujourd'hui, quand je vais chez Xavier, maman Odette et Philippe m'accueillent comme un ami de longue date. Est-ce que peut-être aussi c'est le talent de photographe, donc est-ce que tu peux nous parler de ton processus créatif et de ce travail avec cette création de signature? En fait, OMI, c'est une réflexion, on va dire, si je dois parler de durée, au total, ça m'a pris 4 ans. 2 ans de réflexion sur la perception, parce que je me suis dit, en tant qu'artiste, si chaque internaute zappe 1000 images par jour, qu'est-ce qui va rester de mes photos? Comment tu vas te démarquer? Exactement. Et puis de toute façon, ils vont rien garder parce que 1000 images par jour, c'est beaucoup. Et je me suis dit, il faut absolument qu'en tant qu'artiste, je me suis dit, si j'arrive à trouver un moyen, soit un point de vue original, soit un cadrage différent, soit une couleur différente, etc., peu importe. Mais si j'arrive à gagner 3 secondes, j'ai 3 secondes de plus que les autres.
Alors, je me suis amusé à faire des tests, à faire des essais, etc. J'en ai foiré plein. Et finalement, j'ai trouvé l'idée d'incruster des détails, d'avoir une deuxième lecture à travers une photographie. Ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux parler. Ensuite, je me suis dit, tiens, OK, la technique, j'ai trouvé. Maintenant, quel sujet ? Étant donné que je suis photographe de mode, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire des portraits, mais vraiment des portraits cette fois-ci pour moi, pas pour une boîte, pas pour répondre à une commande. Parce qu'une photographie bien léchée avec 3, 4, 5 assistants, avec 2, 3 sources de lumière pro photo ou d'autres marques, j'ai déjà fait. Tu vois, répondre à un cahier des charges pour avoir un beau cliché. C'est de belles photos, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je voulais dépoussiérer tout ça, aller directement à l'essentiel. Et tu vois, dans mon processus créatif, je me suis toujours mis comme contrainte une source de lumière, pas 36 000, le même fond, et le même fauteuil. Voilà, les contraintes. Et tout le monde doit passer par là, et moi, je dois décliner tout ça. Et je trouve ça intéressant parce que ça me pousse à la créativité, ça te pousse à te renouveler sans cesse. Et tu n'as pas le choix de toute façon. Et ensuite, je me suis dit, bon, OK, maintenant, si je vais faire des portraits, quel est mon point de vue ? La plupart des portraits que je vois dans toute l'histoire de l'art, c'est un cadrage classique, officiel, tu vois, dans les règles de l'art de l'école, etc. Visage plein, soit à l'italienne, soit au niveau du buste, soit à l'américaine, etc. Je me suis dit, tiens, c'est pas ça que j'ai envie de faire parce que si je dois créer quelque chose, autant aller jusqu'au bout et bousculer un petit peu les lignes, les codes d'esthétisme, tu vois. Je me suis dit, tiens, c'est pas ça que je veux faire. Pourquoi ne pas photographier la moitié d'un visage ? Parce que pour moi, la moitié d'un visage est aussi puissant que les deux parties. À la fois, on est asymétrique et puis à la fois, certains aiment l'autre côté et il n'y a pas les mêmes histoires, tu vois, que ce soit la partie gauche ou la partie droite. Comme par exemple, ce matin, j'ai photographié un grand artiste de talent. Il me disait, tiens, c'est marrant que tu vas choisir ma partie droite. Par contre, tu laisses la personne choisir le profil. Pour moi, l'essentiel, c'est que le modèle soit content. Je lui dis mon point de vue. Mais c'est lui qui décide de toute façon. Parce que c'est son image. C'est une création ensemble. C'est une vraie création ensemble. Tu vois, c'est pas que mon point de vue d'artiste. Et moi, je pense que quand tu es artiste, tu dois aussi respecter la personne que tu as photographiée. Parce que c'est son image. Il l'aime ou il l'aime pas. S'il l'aime pas, aucun intérêt. Jette à la poubelle tout de suite. Ne le garde pas, ça sert à rien. En jetant à la poubelle tout de suite, tu vas le rassurer. Parce qu'il peut très bien se dire, tiens, qu'est-ce qu'il fait de mon image ? Et j'ai choisi la partie droite parce que un grain de beauté, puis une cicatrice. Et pour moi, c'est toute son histoire. C'est ça qui fait la différence. Et donc, oui, la moitié d'un visage. Et en même temps, la moitié d'un visage, c'est important pour moi parce que je me suis dit, ça reflète parfaitement ce que je voulais dire. Parce que la partie visible que je vais montrer, que je vais photographier, avec tous les détails, va provoquer le grand public à s'interroger sur, tiens, qui il est celui-là ? J'ai figé son succès et son talent à un instant T de sa vie, de toute sa carrière. Et ensuite, la partie non visible représente pour moi le parcours, tu vois, tous les sacrifices donnés, tous les efforts, toute la croyance, tout le courage qu'il a donné pour arriver à là. Et je souhaite que le grand public s'interroge, se dire, tiens, OK, il est là, mais qui il est, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, photographier la moitié d'un visage prend obligatoirement sens à ce moment-là. Et comment tu castes les personnes de ton projet ? Étant tout petit, je suis fan des businessmen, des hommes, des femmes qui ont réussi. Quand je les vois avec leur costard, cravate, avec la mallette. Mais tu n'as pas que ça d'ailleurs dans ton Non, je n'ai aussi, pas que ça. Quand même. J'adore, je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il est puissant. Son regard d'enfant, envieux et l'admiration. admiratif, tu vois. Et j'adore les talents parce qu'à chaque fois quand je regarde un chanteur chanter et tout, ou un peintre dessiner, je me suis dit, c'est un cadeau du ciel, quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, pour ma première signature, je vais mettre comme critère de casting le succès et le talent. Le succès pour tous les businessmen, pour tous les entrepreneurs. Et le talent, c'est pour tous les artistes, les sportifs, les chanteurs, les comédiens, etc. Et je voulais les rendre hommage. Et derrière une signature artistique, en fait, j'ai deux lectures. Il y a la signature artistique, mais il y a aussi la photographie sociale que j'y tiens beaucoup. Parce que pendant cette période où c'est compliqué pour tout le monde depuis quelques années, avec les gilets jaunes, le Covid, les attentats, etc., je me suis dit, là, quand je regarde les médias, quand je regarde le climat actuel, le climat social, il y a beaucoup de critiques de la France. Moi, je suis désolé, je suis arrivé à Paris, je suis arrivé en France, on m'a accueilli. Bien sûr, il y a du racisme partout, de toute façon, que ce soit dans tous les pays. Mais il n'y a pas que ça. Et je n'oublierai pas que c'est quand même la France qui m'a accueilli, qui a donné la chance à ma famille de nous avoir donné un plan de carrière. Enfin, je ne sais pas si elle te l'a donné, mais en tout cas, c'est la possibilité. Voilà. Cette possibilité-là, exactement. Je me suis dit, c'est aussi une manière de montrer un visage de la France qui est différent. C'est-à-dire que, OK, il y a le racisme, même si c'est une bêtise en soi, tu vois. Quand je dis bêtise, c'est vraiment minimiser. Que je ne souhaite pas minimiser Quoique Live, mais c'est une bêtise pour faire un soft. Derrière cette photographie-là, pour moi, c'est aussi de la photographie sociale parce que, en fait, je veux montrer que la France est aussi composée des hommes et des femmes, tu vois, de tout milieu, de toute nationalité, qui ont grandi en France et qui ont apporté une vraie richesse culturelle, économique à la France. Donc, le côté racisme, je me suis dit, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre parce que quand tu vois des talents énormes et ils ne sont pas français et qui apportent tellement de choses à la France, et vice-versa, peut-être, vice-versa. Pour moi, je crois à la réciprocité. Moi, je pense qu'il faut être tolérant, il faut être ouvert, il faut d'abord comprendre l'humain avant de pointer du doigt. Et donc, c'est aussi cette façon-là, je voulais rendre hommage à la France, de dire merci, mais vous avez aussi beaucoup de talents, vous avez aussi beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes dans l'ombre qui ont réussi et qui ont fait beaucoup.
Et en fait, c'est drôle parce que le point commun que je trouve aujourd'hui entre ton parcours et peut-être ton enfance et la vision que tu avais en tant qu'enfant et les personnes que tu as décidé de photographier, c'est un peu de repousser les limites. Aussi bien les businessmen, ils ont repoussé les limites peut-être du succès, et les sportifs qui ont repoussé les limites physiques. Ils testent leurs limites tous les jours. Les businessmen, ils prennent des paris tous les jours. Mais par contre, il y a un dénominateur commun, c'est le courage, la patience, la croyance en soi. Croire en soi, c'est super important parce que tu as plein de gens qui peuvent te décourager, mais si tu crois en toi, si tu crois en ton idée, que tu sens ce petit quelque chose, vas-y à fond. Personne ne pourra te dérouter. Non, on ne peut pas te casser. On peut pas. Surtout si tu fais quelque chose avec conviction. Pour moi, c'est une matière brute qu'on arrivera difficilement à briser. Et par la suite, donc, tu as fait une exposition en novembre 2019, c'est ça ? Oui, novembre 2019, c'était l'une de mes premières expositions, on va dire à Paris. C'était un défi, pareil. Je me suis dit, tiens, ok, j'ai créé cette signature, je vais les partager au plus grand nombre. Donc il y a 100 portraits, 100 personnalités. 100 personnalités que j'ai castées, succès et talent. Hommes de l'ombre aussi, parce qu'ils ont aussi du talent, beaucoup de talent. Je voulais les partager, puis en même temps, je voulais passer aussi un message. C'est-à-dire que pour des gens qui se plaignent tout le temps, pour les jeunes qui n'ont pas le courage de se lever le matin, d'aller travailler, voilà, la réussite est là, vous avez des exemples partout. Faites pareil, faites quelque chose de votre vie. Bougez-vous, levez-vous et soyez courageux. Vous n'avez rien à perdre. Est-ce que tu peux nous parler de cette exposition, comment elle s'est déroulée ? Est-ce que tu l'as fait avec une équipe ? Comment tu as construit tout ce projet pendant 4 ans ? Et aujourd'hui, c'était l'aboutissement en novembre 2019, c'est ça ? Oui. Quand j'ai commencé les portraits, j'avais un objectif en tête. Et ça, je vous assure que je dis ça pas avec prétention, hein, mais j'avais déjà un objectif. Je me suis dit, tiens, le portrait, mon expo, il faut que ce soit à Paris. C'est un pari, c'est soit ça marche, soit ça casse. Et j'avais déjà imaginé le scénario, combien de personnes il devrait y avoir, etc. Tu sais, quand tu es artiste, tu peux te faire des films, tu peux te dire, tiens, ma signature va être géniale, je vais remplir toute la salle et tout. Mais en fait, c'est un flop. Tu vois, tu n'es jamais à l'abri de ça. Et moi, j'ai tout fait pour ça. Et ensuite, c'est de fil en aiguille, je me suis dit, ok, je vais faire 100 portraits. Maintenant, pour exposer 100 portraits, il faut quelle salle, quelle superficie, etc. Et de fil en aiguille, ça s'est venu comme ça. Et par rapport aux portraits, c'est quoi la spécificité ? Les tirages sont ultra immenses, en fait. Oui, les formats des tirages sont 1m20 par 80. J'avais présenté 100 portraits plus 8 pièces maîtresses, qui sont encore plus grands, les 8 pièces maîtresses. Et en fait, j'ai photographié, j'ai travaillé sur les têtes des guignols de l'info. Au total, il y a 8 pièces maîtresses, c'est du 1m50 par 1m. Et c'est les 7 têtes présentes de la 5e. Parce qu'il n'y a pas mieux pour refléter la réussite et le talent en France. C'est d'abord aussi les présidents. Je ne parle pas de la partie politique parce que je ne parle pas de politique, mais le personnage, leur parcours, tu vois, qui est intéressant. Et pour moi, je trouve injuste que les guignols s'arrêtent. Et c'était un clin d'œil. C'est des grands formats. J'ai été obligé de prendre du grand format pour restituer tous les détails. Et il y a un détail qui est absolument pas visible sur le compte Insta, mais quand on zoome dans l'œil, il y a 5.2, c'est ça ? 5.1. Bon, en fait, 5.1, pour la petite histoire, c'est tout simplement le chiffre mathématique. C'est la somme de toute ma date de naissance. Tu vois, des nombres qui composent ma date de naissance qui fait que tu arrives à 5.1. On va dire que c'est des connotations numérologiques, etc., asiatiques, bien trempées. Ta double culture a clairement influencé ce projet. Parfaitement. La culture, tu sais, quand tu es la culture asiatique, c'est aussi tous les efforts qu'on avait dit pour réussir. Hein. Tout le courage, tout le côté humilité et le respect des uns des autres. Moi, par rapport à cette signature-là, chaque personne transpire ces valeurs-là. Donc, c'est pour ça que le choix du casting est très important parce qu'à un moment donné, j'arrive au bout de la 30e portrait, j'ai des propositions de toutes parts. Et j'en ai refusé plein, pas parce qu'ils ne sont pas éligibles, mais parce qu'ils ne correspondaient pas au casting que je me fixais au départ. C'est pas pour les froisser ou quoi que ce soit. Peut-être prochainement, je répondrai politiquement à leur candidat, mais pour l'instant, le casting était compliqué au départ. J'ai dû en éliminer quelques-uns, ceux qui ne correspondaient pas à ma vision des choses et aux valeurs que je défends. Peut-être que ça m'a coûté cher, mais j'assume. Quelles sont tes inspirations en termes de artistique ou photographie ? Quels sont les photographes ou artistes qui t'inspirent ? J'en ai pas. Donc toi, tu t'inspires toi-même ? Non, même pas. Ce qui m'inspire, c'est les gens. J'en ai pas, c'est vraiment sans prétention parce que moi, je viens de nulle part. Ça m'est égal. Je parle que pour moi. J'en ai pas parce que c'est un choix. C'est discutable. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas encore. Peut-être dans 10 ans, je pourrai en parler. Mais pour l'instant, c'est un choix parce que je voulais pas être influencé. J'ai lu beaucoup de débats sur YouTube, tous les photographes qui vous donnent les 5 meilleurs conseils pour réussir votre photo et tout, j'en passe. Tous ces débats-là, c'est comme si c'était un dogme. Ils sont talentueux, mais j'adhère pas forcément. J'ai choisi, quand j'ai commencé la photographie, je me suis dit, et comme je sais que je vais jusqu'au bout des choses, tu vois, par expérience, et quand je me suis intéressé à la photographie, je savais exactement où est-ce que je veux aller. De façon perso, c'est un challenge perso. Tu vois, ça ne concerne pas encore le grand public à l'époque. J'ai fait le choix pour moi de rien voir, de fermer les yeux à ce moment-là. Donc, je fuis les expos, je ne regarde pas les bouquins, je ne regarde pas les magazines d'auteurs, etc. Parce que je voulais vraiment ne pas être influencé.
Parce qu'on a toujours tendance à copier. Et je dis pas que c'est un mal. C'est nécessaire pour apprendre. C'est même une condition sine qua non pour bien apprendre. Mais je voulais vraiment me challenger moi-même. C'est-à-dire, tiens, tu pars d'une feuille vierge, qu'est-ce que tu ferais? Même si je serais toujours influencé, je le sais pertinemment. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, je dévorais beaucoup de magazines. Avant que je commence à la photographie, avant que j'ai cette affinité-là, je lisais beaucoup de photographies d'art, de mode, de voyage, d'art contemporain. Tu avais toujours cet œil, en fait, toujours. Artistique, où tu cherchais un petit peu le Bien beau, sûr. l'art. J'adore tout ce qui est icône, j'adore tout ce qui est image. Ailleurs, je regarde beaucoup plus d'images que de lectures. Comme les magazines ne me suffisaient plus, je commence à regarder des films et c'est là que j'ai devenu cinéphile. Donc à chaque fois que j'ai regardé un film, inconsciemment, je découpe en cadrage, en lumière, en plein de trucs, sans comprendre pourquoi. C'est seulement au bout d'un certain temps, quand je commence à avoir 24 ans, etc., quand je commence à mettre mon premier appareil photo dans l'œil, tout remonte à la surface. Tout ce que j'ai vu, tout le disque dur, toutes les données que j'ai emmagasinées, s'emboîtaient comme ça et je savais ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, alors que je suis nul en technique à l'époque. Je ne savais pas pourquoi, je ne peux pas expliquer techniquement, mais je sais que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. C'est seulement après que, avec le fait d'être autodidacte, d'apprendre tout seul, que tu comprends pourquoi c'est ça, etc. Mais au départ, non, je ne savais pas. Et donc, pas d'influence. Mais pourtant, je suis quelqu'un de curieux. N'importe où j'y vais, j'achète toujours un bouquin d'auteur, des grands artistes, que ce soit photographie de mode, que ce soit photographie des portraitistes, des photographies de rue et tout. Et j'adore la photographie de rue. J'ai plein de bouquins. D'ailleurs, ma femme ne comprend pas pourquoi est-ce que j'achète des bouquins que je lis jamais. Et je lui dis toujours qu'un jour, je les ouvrirai pour regarder, pour prendre le temps de regarder, pour découvrir les signatures. Et là, à ce moment-là, je pourrais m'amuser à comparer. Pourquoi avoir choisi le noir et blanc? Parce que pour moi, c'est très noble. J'adore la couleur. Hein. Mais quand je parle de portrait, je ne veux pas perturber la lecture. Je ne veux pas que les gens trouvent ça beau. Pas forcément, parce qu'avec la couleur, c'est flatteur. Même si le noir et blanc, c'est très flatteur aussi. Mais je voulais vraiment que ce soit binaire. Un noir, un blanc, point. Et avec ça, on fait des milliers de possibilités. Juste l'essentiel. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver actuellement et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Où est-ce qu'on peut me trouver sur mon compte Insta, Charlie O Photographie. J'ai 2 comptes Insta et Charlie O Auteur, que je ne sais pas parce que Charlie O Photographie, c'est pour les signatures Wayme, que j'intitule maintenant les Wayme Face. Et l'autre compte, c'est pour les photographies de rue, c'est pour tout ce qui m'inspire. Donc j'ai ces 2 comptes-là, ou sinon tout le monde peut me retrouver facilement sur Facebook, sur mon profil Facebook. Et j'ai mon site aussi qu'on trouve facilement sur Google. Quels sont tes prochains projets? Tout le monde me réclame un livre. Livre photo. Oui, parce que tout le monde me souhaite avoir les 100 portraits réunis en une seule pièce. Ça fait 9 mois que je réfléchis. Comment je vais le faire? Qui pourrait le financer, etc. Parce que c'est aussi une question de financement. J'ai déjà une idée de comment je vais le faire. Parce que tu sais, pendant mon exposition, j'ai demandé, tout le monde a joué le jeu. Et je remercierai jamais assez les 100 premiers modèles symboliques des portraits Wayme. Parce que je leur ai demandé à chacun d'entre eux, pour les businessmen, leur définition du succès. Et pour les artistes, les jours de l'exposition, la photo grand format. Et juste à côté, tu as la légende avec leur définition. Et tout le monde s'amusait à parcourir leur définition. Et c'était vraiment génial. C'était une expérience vraiment unique. Et du coup, je pense que pour le bouquin, je pense qu'ils ne le savent pas encore, mais ils le présument à mon avis, parce qu'ils savent comment je travaille. Je vais leur faire participer au bouquin parce que cette fois-ci, chacun va me donner un témoignage, un petit morceau de leur vie. Et ça va être participatif. Tout le monde va participer. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui souhaite se lancer dans la photographie? Quel est le conseil que je pourrais donner? C'est une question très dure parce que ce n'est jamais évident et ça dépend toujours de la conviction, du niveau de conviction qu'on a envers soi-même. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de ne jamais s'arrêter, de défendre avec force, avec vraiment courage, avec conviction. Mais toutes ses tripes, son idée. Ne pas se lâcher. À un moment donné, on peut se casser la gueule. Il faut très bien se dire, tiens, je vois le bout du monde, j'en peux plus, j'y arrive pas. En fait, c'est faux. C'est qu'une étape. Il faut le passer. Il faut juste le passer. Donc, beaucoup de courage si vous voulez vous lancer en photographie. Et croire en soi. Et croire en soi. Et remercier les gens. Il ne faut pas oublier les gens parce qu'on ne réussit jamais tout seul. J'ai une question signature. À la fin de chaque épisode, on pose à l'intervenant, quelle est ton asiatitude à toi? Qu'est-ce que c'est que l'asiatitude d'abord? C'est libre. Chacun est libre de l'interpréter. Mon asiatitude, depuis très longtemps, on va dire depuis facilement 30 ans, même aux gens à l'époque quand j'ai formé en termes de technico-commercial, c'est d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Il faut être sérieux dans tout ce qu'on fait, mais vraiment sérieux, mais il ne faut jamais se prendre au sérieux. Donc avoir de la distance quand même. Non, ne pas se prendre au sérieux, c'est-à-dire que ne pas se prendre la tête pour des conneries, ne pas dire tiens, j'ai réussi, je cartonne, je suis monsieur tout le monde. On n'est rien du tout, on est juste une expérience et lorsqu'on a le succès, lorsqu'on a on va dire l'énergie positive entre les mains, il faut s'amuser avec. Ensuite, il faut le transmettre, il faut le passer à d'autres personnes. Merci beaucoup, Charlie. C'est moi qui te remercie, Amanda, de m'avoir accueilli, d'avoir le temps de me consacrer, de prendre le temps de découvrir mes travaux. En toute sincérité, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast a été réalisé par toute l'équipe d'Asiatitude. Amanda, animatrice,
Mélanie, productrice et réalisatrice, Alice, ingénieure du son. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez lui envoyer de la force en vous abonnant, en parlant autour de vous, en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast et une petite note, et ou des petits mots d'amour par email ou sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça nous permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes, ses invités à un maximum de monde. Alors merci beaucoup pour vos partages et à bientôt pour le prochain épisode.